Hello, hello, all my international people. This is Louise Uwachu broadcasting live from Vancouver. Today is May 24th, 2012, and this is 5 p.m. Vancouver time. The show today will be in French, so we're speaking to somebody in Quebec, and so the show will be in French. Excuse us, but this is Canada. We're bilingual. Thank you for following us anyways. Merci d'être à l'écoute tout le monde. Bonsoir le Québec, bonsoir Montréal. Ce soir, nous avons une émission spéciale sur le Québec. Vive le Québec, esclave des banques. Il y a une certaine révolution, on répète bien, qui se passe par rapport aux étudiants. L'augmentation des frais de scolarité, l'endettement des étudiants, ça bouge au Québec. Nous, à Vancouver, on voit ça de loin, on ne sait pas exactement ce qui se passe et surtout, les grands médias ne nous disent pas exactement ce qui se passe, mais nous avons une personne pour vous, une femme qui a décidé de faire quelque chose dans ses propres capacités. Elle s'appelle Maric Audet. Elle est une Gaspésienne d'origine. Elle réside à Montréal et surtout, elle a débuté une grève de faim. Eh oui, une grève de faim le vendredi 18 mai afin de dénoncer la loi 78 et la gouvernance défaillante du gouvernement Charest. Donc, elle est avec nous aujourd'hui. Ce soir, elle va vous dire qu'est-ce qui se passe juste. Alors, bonsoir, Madame Audet. Bonsoir à vous. Nous vous remercions d'être avec nous de Montréal. On sait que c'est pas évident. Vous êtes très prise, très sollicitée dernièrement. Oui, effectivement, tranquillement, les médias locaux de ma Gaspésie se sont rapidement intéressés au sujet. Ensuite, ici, oui, les médias commencent à couvrir la nouvelle. C'est mon but, en fait, afin de faire bouger les choses. J'ai contacté le député ici de Laurier-Dorion et j'ai contacté mon député qui est en Gaspésie afin de manifester l'urgence de la situation, en fait, le conflit se règle. C'est un conflit, oui, sur la hausse des frais de scolarité, une hausse de 75%, c'est assez majeur. Et ça fait 103 jours qu'il y a une grève ici. Et plus les semaines ont avancé, plus il y a eu des manifestations dans les rues de Montréal. Ça s'est élargi à la population plus qu'aux étudiants. Pardon, c'est mon garçon. J'ai un petit garçon à la maison. Ça s'est élargi. On ne voit pas juste des étudiants, des étudiantes qui marchent et qui militent pour que cette hausse des droits de scolarité ne soit pas enclenchée. On voit des enfants, on voit des parents, des grands-parents qui ne veulent pas que le gouvernement agisse de la sorte. Et on s'entend 103 jours, les esprits s'échauffent. Et puis, malheureusement, il y a eu, durant ces manifestations-là, des actes de violence de part et d'autre. Alors là, ça a donné lieu à des scènes un peu assez attristantes, je dirais. C'est pas, on n'est pas dans une dictature, il n'y a rien qui se passe de tout ça ici, mais après plusieurs jours de manifestations, le gouvernement a décidé de mettre en place ce qu'on appelle la loi 78. Mm-hmm. Et puis, cette loi-là, selon moi, est abusive. On l'a même surnommée la loi matraque et inconstitutionnelle. Dans cette loi-là, sans faire trop état de toute la loi de long en large, parce que c'est pas ma force d'en faire l'explication. Je suis pas une juriste. Par contre, ce qui est clairement indiqué dans la loi, toute personne qui est plus de 50 personnes et plus qui se présente dans la rue sans donner un itinéraire est passible d'une amende. Et là, les chiffres sont assez faramineux. Si on est une organisation, si on est une association étudiante, ou ça va même jusqu'à 135 000 $. En tout cas, c'est un peu aberrant. Donc, c'est une loi spéciale que le gouvernement a décidé de mettre en place. Une loi qui a été mise en place sans que le gouvernement s'assoie à la table. Et avec les étudiantes et les étudiants, 3 associations, la FEC, la FEUC et la classe. Alors, le premier ministre Jean Charest
n'est pas allé voir les étudiants, ne s'est pas assis avec eux pour discuter de la situation. Donc, ça a dégénéré quand même. La ministre de l'Éducation a démissionné, Mme Beauchamp, avant que la loi spéciale soit appliquée. Elle est remplacée présentement par Mme Courchaine. Et donc, c'est un peu le portrait, je vous fais ça très large, là. Oui. Et si vous entendez du bruit présentement, les gens ont décidé tout de même de désobéir à la loi. La loi 78 toujours, où cette loi-là, comme je vous disais, on n'a pas le droit de manifester dans les rues, de se rassembler plus de 49 personnes sans donner un itinéraire. Il y a des gens qui se font arrêter avec les espèces de petites menottes en plastique sont mis souvent dans des autobus. C'est pas intéressant ce qui se passe présentement. Donc là, il y a des gens qui ont décidé, un peu pour faire écho à ce qui s'est passé en Amérique du Sud, je me rappelle plus si c'est en Argentine ou au Chili, de faire du bruit avec des casseroles. Oui. Donc, depuis quelques jours, à tous les soirs, à 8 heures, les gens sortent sur leur balcon avec des casseroles, mais ça va au-delà de ça. Les gens se réunissent à des intersections précises dans chacun des quartiers de Montréal afin de faire du bruit. Oui. Donc, ça, c'est une façon de désobéir pacifiquement à cette loi-là. Oui. Et puis, vous dites c'est pas une dictature, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est que les étudiants ont voté démocratiquement pour la grève, mais par rapport à ce que vous venez de dire, il semble que c'est pas très démocratique l'action que le gouvernement a prise pour voter cette loi. Donc, est-ce que c'est ça qui vous a motivé à rentrer en grève? Parce que là, précisons que vous êtes en grève de faim. Oui, exactement. Donc, c'est pour vous faire un portrait. Oui, à la lecture de la loi 78, le jeudi soir 17 mai, je vous le dis, j'étais vraiment abasourdie qu'on en arrive là. On veut que la jeunesse s'exprime, on la dit pas assez politisée, pas assez engagée. Elle le fait et on lui coupe l'herbe sous le pied. On les bâillonne complètement. Moi, j'appelle ça une loi bâillon, à quelque part. Et j'étais sidérée, oui. Alors là, à la table, on était en train de souper, on mangeait, on réfléchissait, puis moi, ça m'a comme coupé l'appétit, j'ai arrêté de manger. J'ai dit, ça se peut pas, j'ai dit qu'un gouvernement en arrive là. Oui, c'est un gouvernement majoritaire, donc il peut décider de mettre une loi spéciale en place, puis bon, les chances qu'elle soit acceptée, c'était quasi du 100%. Là, je me dis, ça se peut pas qu'on soit rendu dans un Québec comme ça, c'est impossible. Donc, j'ai pris toute la soirée à réfléchir. Je suis une artiste peintre, je me dis, je vais essayer de faire quelque chose de concret. Je vais tenter de faire des toiles rouges parce que les gens arborent un petit carré rouge pour manifester leur désaccord avec cette hausse des frais de scolarité. Là, je me suis dit, j'ai cherché, je vais faire un sit-in, un bed-in, mais j'ai 2 enfants. Je me suis dit, ça va être un peu compliqué, manque de temps. Et le matin, en me levant, je me suis dit, oui, ça m'a coupé l'appétit, moi, la loi 78 hier. J'ai dit ça tout haut, comme ça, à mon conjoint. J'ai dit, c'est ça, je vais faire une grève de la faim. C'est un geste qui est drastique, on s'entend. C'est un geste d'une extrême gravité. C'est dans les outils de la désobéissance civile les plus extrêmes, ou presque. Mais c'est une loi extrême. C'est une loi injuste. Et puis, je ne crois pas. C'était la façon pour moi de manifester mon désaccord. Je comprends. Et puis, précisons que la hausse des frais de scolarité, le 75%, c'est pas seulement une hausse, mais c'est plutôt aussi, d'après ce que je comprends, l'endettement. Ce qui devrait être, ce qui rendrait les étudiants encore plus endettés. Non seulement les frais de scolarité sont rehaussés, mais en plus de ça, les étudiants sont de plus en plus endettés. Il n'y a plus de bourse. C'est ça? C'est ça. En fait, c'est que cette hausse-là ne touche pas les gens de la classe moyenne. C'est là où c'est difficile. C'est une hausse de frais de scolarité qui va les argents vont aller où? Dans les infrastructures, dans la visibilité de chacune des universités. C'était un peu litigieux. On nous a ensuite expliqué que la hausse, les frais allait aller aussi dans les prêts étudiants. Les prêts, il faut les rembourser. Donc, pas beaucoup de bourses, un peu de prêts, donc ça avantage pas la classe moyenne du tout. C'est un peu ça.
Puis c'est une augmentation qui est draconienne parce que elle va jeter en dehors des bancs d'école les moins nantis, puis ceux qui ont des parents qui peuvent pas avoir l'aide financière. Oui. Donc, c'est un peu ça aussi. Alors, j'imagine... Oui, allez-y. J'imagine que c'est parce que vous avez 2 enfants que vous êtes Oui. vraiment profondément concernés. Vous vous imaginez quand vos enfants vont grandir, là ils sont encore petits, combien est-ce que ça va vous coûter ou ça va leur coûter et à combien est-ce qu'ils seront endettés si jamais ils essayent d'aller à l'université, c'est ça? Et voilà, c'est ça. Puis aussi par le principe même, l'universalité en fait, l'éducation, c'est une valeur sociale. Longtemps, on a voulu la gratuité scolaire. Il y a eu un gel des frais de scolarité. Là, les 3 associations étudiantes, soit cégepiennes et universitaires, demandaient un moratoire. Et ça a été comme un peu relevé je crois que ça a été oublié, là. Parce que là, il y a des présentement, là, à l'heure où je vous parle, la ministre Courchaine, la nouvelle ministre de l'Éducation, dit que sa porte est réouverte ou ouverte aux négociations, mais ne veut pas entendre parler, là, c'est pas les mots exacts, là, mais c'est ce que ça veut dire, du moratoire proposé par les 3 associations étudiantes. Et ce qui est assez troublant dans tout ça, c'est que le gouvernement s'entête à ne pas vouloir négocier avec une des associations étudiantes universitaires, qui est la classe. Pour toutes sortes de raisons, oui, c'est ça. Donc ça, c'est assez, ça, je peux pas me lancer trop dans l'explication, mais c'est tout de même ça, la ministre précédente, Mme Lynn Beauchamp, qui était la ministre de l'Éducation, il y avait eu un refus pour X raisons. Là, c'est comme je vous dis, moi, je peux pas élaborer trop à ce sujet, mais soi-disant parce que la classe avait invité la population à faire des gestes répréhensibles lors des manifestations. Mais une foule de 300 000 personnes qui manifestent, comment identifier quelle est l'association étudiante dans laquelle on fait partie? Donc, en tout cas, encore là, ça rend la situation un peu plus problématique. Pensez-vous que c'est une tactique pour diviser les étudiants? Ah oui. Oui, parce que la tactique a bien fonctionné. Pour vous dire jusqu'où c'est allé, donc là, il y a des étudiants et des étudiantes qui, elles et eux, voulaient retourner en classe. Et ils se sont mis, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des carrés rouges afin de signifier notre désaccord avec la hausse. Mais ceux qui sont pour la hausse se sont mis à arborer le carré vert. Alors là, devant les universités et les cégeps, il y a eu des confrontations entre carré vert et carré rouge. D'une même école. Et le gouvernement est allé encore plus loin. Parce que là, ils ont accepté que des étudiantes et des étudiants demandent une injonction pour le retour en classe. Et là, ça a placé les directeurs et les directrices dans de drôles de positions à laisser rentrer les étudiants avec les carrés verts, ceux qui sont contre, qui veulent retourner aux études, puis que pour eux autres, c'est correct qu'il y ait une hausse des frais de scolarité. Et c'est les directeurs et les directrices qui devaient appliquer, si vous voulez, comme cette loi-là, en étant devant les écoles, puis en laissant passer les carrés verts pour qu'ils aillent à l'école. Et puis là, ça faisait une confrontation et la police s'en est mêlée. C'était les images que j'en ai vues, parce que tout le monde ou presque a des cellulaires maintenant, donc c'est assez facile de capter sur le vif. Il y avait des choses qui ont été... C'est très déplorable ce qui se passe. Au niveau du droit de liberté d'expression, de dire qu'on va dans une manifestation, qu'on exprime notre désaccord, et là, c'était complètement bafoué à dans certaines écoles. Puis maintenant, souvent, dès qu'il y a une manifestation, il y en a de jour et il y en a de soir, donc des nocturnes. Souvent, elle est déclarée illégale même avant qu'elle commence, mais les gens souvent vont continuer. Donc, c'est ça. Ah, c'est vraiment, vraiment dommage. Mais que dites-vous des gens qui traitent les manifestants d'être des enfants gâtés, des gens qui disent que de toute façon le Québec a des frais de scolarité parmi les moins chers en Amérique du Nord, donc est-ce que c'est pas trop en demander que les gens ne veuillent pas cette hausse? Que dites-vous par rapport à ça? En fait, moi, ce que je dis, c'est que, écoutez, la hausse des frais dans les autres provinces du Canada,
ont fait dans les années 90, ça a engendré une baisse de la fréquentation des jeunes provenant des familles qui gagnaient moins de 75 000 Donc, les jeunes fréquentent moins l'université. Et qui va payer des taxes plus tard? C'est les jeunes qui sont éduqués. Dans le sens pas éduqués, mais qui travaillent, qui ont des bons emplois. Je dis pas que les gens qui vont au cégep puis qui ont des diplômes autres qu'universitaires et cégepiens sont moins bons pour la société, mais ça coûte moins cher à un pays d'avoir des gens éduqués. C'est un peu fou, mais c'est ça quand même. Puis il y a une étude qui a été faite. Là, j'oublie l'étude. Plus les frais de scolarité vont augmenter, plus la proportion d'étudiants puis d'étudiantes qui proviennent des familles qui sont à faible revenu ou un revenu diminué, la justice sociale, elle va. La justice, je vais revenir sur mon point parce que j'ai tellement de choses à dire que ça se déboule dans ma tête. Là. Il n'y a pas de en même temps que je vous parle, je cherche d'où vient mon point. Moi, je vous écoute. Ben, en fait, plus les frais de scolarité augmentent, plus la proportion d'étudiantes qui viennent de familles démunies, la justice sociale ne sera donc pas augmentée. Ça ne sera pas d'augmenter les frais de scolarité, mais plutôt les diminuer pour favoriser un accès universel aux études postsecondaires. Moi, c'est ça sur quoi je crois que c'est important de comprendre, c'est l'universalité de l'éducation postsecondaire. En France, il y a des universités privées, mais ici, il n'y en a pas d'universités privées. Oui. Donc, je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement. Oui, donc, je suis parfaitement votre raisonnement. Il n'y a pas d'université privée, donc tout le monde devrait avoir accès à l'université publique, et donc l'université publique ne devrait pas devenir une université que pour les riches, sinon ça devrait devenir des universités privées. C'est ça. C'est un peu ça que je veux dire, oui, parce que si je me questionne, parce que il y a des gens ici qui disent, moi, je suis allée aux études secondaires privées, donc à la fait le choix privé-public, mais l'université, ça n'existe pas au Québec, ça. Ça n'existe pas, je veux dire, donc, c'est comme hiérarchiser l'éducation, il y a quelque chose qui me déplaît beaucoup. Est-ce que c'est une privatisation secrète alors de l'éducation? Parce que l'éducation va devenir plus ou moins privatisée entre les mains des banques, parce que c'est les banques qui vont devoir prêter l'argent à ceux qui peuvent pour aller à l'école. Mais c'est ça qui est un peu fou. Puis l'endettement des étudiantes, des étudiants aussi, ils doivent travailler. Bon, on entend souvent ici, il y a eu, je vous dis, ça soulève des passions. Ici, il y a des gens qui disaient, ben voyons là, les étudiants, ils ont tous des iPods, ils ont des voitures. Oui, ils ont des iPods parce que c'est leur téléphone, ils n'en ont pas chez eux. Et ils ont des voitures parce que souvent, ils doivent se promener entre l'école puis le travail. En tout cas, il y avait beaucoup de jugements face aux étudiants et aux étudiantes, comme quoi c'était des gens que c'est pas vrai qu'il y avait de la difficulté à payer ou quoi que ce soit. Mais avec avec la hausse des frais de scolarité, il y a au moins 7 000 étudiants qui ne pourront plus avoir accès à l'université. Bon, 7 000 au Québec, bon, ça peut sembler petit, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est énorme. Puis les étudiants, pour payer les frais qui sont proposés, vont devoir par année se travailler plus de 162 heures. Donc, ça va se répercuter sur la qualité de leur apprentissage, sur leurs études. Est-ce qu'ils vont être obligés de faire des études à temps partiel? Donc, c'est un peu ça aussi qui est... puis déjà que les étudiants et les étudiantes travaillent beaucoup. Moi, j'ai côtoyé des gens, des étudiants qui sont étudiants et parents. Ils travaillent, ils ont des enfants, ils les étudient. C'est où placer le moment où mettre nos priorités, travailler un petit peu pour payer les études, mais aussi pour subvenir aux besoins de la famille. Ça, il y en a beaucoup, beaucoup. À titre d'exemple, à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, il y a une association qui s'appelle le Comité de soutien aux parents étudiants, et il y a plus de 7 000 parents étudiants à l'UQAM, juste dans un campus. Wow. Donc, ça aussi, c'est une réalité dont on ne parle pas. Les parents étudiants, les retours aux études. Donc là, c'est se serrer la ceinture, avoir juste un revenu familial, se dire OK,
on s'entend qu'on doit terminer nos études, bon, puis après ça, avoir un travail, sa famille, tu sais, le petit ce que tout le monde souhaite faire un jour, mais il y en a qui décident de retourner aux études, puis ça, c'est un pensez-y bien. Alors, si la hausse des frais de scolarité nous propose ce qu'elle nous propose, ça va faire un dur coup pour certaines familles, là. Oui. Oui. Puis, alors, c'est vraiment excellent que certaines personnes comme vous décident de faire de tels gestes. Et alors, est-ce que le gouvernement essaye de vous dissuader ou de vous décourager dans votre action? Parce que vous m'avez dit tout à l'heure que votre député, il y a un député qui va venir vous voir. Oui, il est pas là, mais donc je l'attends. On sait que le travail de député est très demandant ces temps-ci. Il y a des manifestations à tous les soirs, un peu partout dans la ville de Montréal et à travers le Québec. Je viens d'un tout petit village qui est en baie des Chaleurs, qui s'appelle Bonaventure. Et mardi, sur une population de 2900 personnes, je fais un chiffre approximatif, on dit 3000, il y avait 350 personnes dans la rue. Alors, ça soulève vraiment tout le monde, ça touche tout le monde. Qu'on soit pour ou contre, là, c'est un peu, présentement, le point initial des manifestations qui ont lieu depuis 103 jours, qui est la hausse des frais de scolarité, est un peu mis de côté à cause de l'arrivée de la loi 78, qui, là, ça a vraiment soulevé des passions, parce que dans la rue, le simple fait d'arborer le carré rouge pourrait nous valoir une amende. Donc, c'est rendu à ce point-là. Donc là, est-ce qu'ils essayent de vous dire d'arrêter votre grève? Qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à votre grève au juste? En fait, on me dit qu'on m'appuie. C'est ce qu'on me dit. La majorité des gens qui m'ont contacté m'appuient. Quelques journalistes se sont pas prononcés, évidemment, mais jusqu'à présent, on m'appuie. J'ai eu plusieurs lettres de gens qui se sont dit vraiment heureux qu'une personne décide de faire ce geste assez drastique. Oui. Mais qui est fait de façon très lucide. Hein. Il n'y a personne qui m'a poussé à faire ça, c'est vraiment moi qui a décidé de le faire. Alors, comprenons un peu votre grève de faim. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous mangez pas? Vous buvez que de l'eau? Qu'est-ce que vous faites au juste? Oui, c'est ça. Je bois de l'eau, l'eau et de l'eau. Une eau minérale. Et puis, pour m'assurer d'avoir les sels et minéraux, des fois, je mets un petit peu de sel dans mon eau pour m'assurer d'être bien. Et de la pédialyte là, qu'on peut prendre quand on... Donc, c'est un peu ce que je bois. C'est tout. C'est tout. Toute la journée, toute la nuit. Oui. Et alors, la question, c'est de savoir jusqu'où êtes-vous prête à aller, parce que vous ne savez pas combien de temps que ça va durer. Jusqu'où seriez-vous prête à aller? Alors moi, initialement, mon projet, mon premier but était d'atteindre 78 heures en écho à la loi 78. Donc 78 heures de jeûne. Et là, je me suis dit, bon, moi, ce que je voulais aussi, c'était d'être relayée. Alors, trouver 2 personnes qui veulent reprendre ma grève, chacune pour 78 heures, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde ou plein de monde puisse le faire. Et à chaque fois qu'une personne décide de faire une grève de la faim, envoie un communiqué de presse et fait un appel à son député. Alors, je me suis dit, comme ça va faire bouger les choses. Mais il y a eu quelques personnes qui ont dit qu'ils étaient intéressés, mais pour des 24 heures peut-être, puis que 70 heures, 18 heures, ils allaient réfléchir. Alors là, je me suis dit, bon, ben je vais continuer. Je vais faire un deuxième 78 heures. Puis là, je vais recruter 2 personnes. Et là, il y a des gens qui m'ont dit, oui, moi, je serais intéressée. Là, aujourd'hui, j'ai passé des entrevues, fait que peut-être que demain, ça va être plus médiatisé. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui vont plus voir mon message. Un message que je souhaite, en fait, excusez l'expression, c'est d'aller gratter le bobo, que le gouvernement comprenne que la loi touche les gens jusqu'à chez eux, comme ça m'a fait moi. Oui. Et que ça a un impact, qu'on soit un étudiant, une étudiante ou non. Oui.
c'est ça. Alors, le député Amir Kadir, lui, il est dans le parti gouvernemental? Oui, c'est le seul député de Québec solidaire qui est à l'Assemblée nationale. OK. Mais il est où par de... rapport, c'est quoi son avis par rapport à cette grève? Est-ce qu'il vient pour vous appuyer ou pour vous dissuader de la continuer? Ça, je ne sais pas. Il vient me voir ce soir, alors on va discuter ce soir, voir quelles sont les avenues, comment orienter orienter ma greffe. Parce que moi, mon objectif premier, j'avais plusieurs demandes en fait. Si on peut parler ici, je voulais rencontrer le député du Parti libéral ici, Slavounos. Oui. Et je voulais même aller jusqu'à rencontrer Charest. Parce que je me dis, oui, je suis peut-être juste une citoyenne ordinaire, mais je fais partie du Québec, puis j'ai le droit d'être entendue. C'était un peu ma première. Puis là, je me dis, bon, OK, on va être réaliste. On va demander à M. Slavounos. J'ai pas eu de réponse du député. Mm-hmm. Mais aussi, à travers tout ça, moi, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'il y ait une abrogation de la loi, que la loi soit annulée. Oui. Carrément, la loi 78. Donc, qui est comme... C'est ça, qu'elle soit annulée parce que je considère que c'est une loi, comme je vous l'ai dit, c'est une loi matraque, c'est pas une loi qui est elle est pour certains elle est institutionnelle, on s'entend. Donc et je voulais aussi qu'il y ait par ce geste un déclenchement des élections. Mm-hmm. Après réflexion, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'il y ait abrogation de la loi. C'est vraiment ça, c'est ça qui a manifesté mon dégoût, si vous voulez. Oui. Donc, je souhaite vraiment que cette loi soit annulée. Ce qui est une requête en année. C'est ça. Donc, vous, finalement, votre cause, vous arrêterez votre grève quand le gouvernement aura abrogé la loi 78? Ou est-ce que vous pensez que ce mouvement, pour réellement retourner, pour que la vie retourne à la normale au Québec, est-ce que vous pensez que c'est ça qu'il faudra? Que la loi 78 et que le gouvernement demande pardon pour avoir même pensé à cette loi? Je ne sais pas, moi. Oui, ben c'est un peu ça. Surtout que c'est que présentement, on voit très peu M. Charest, qui est le premier ministre. On dirait qu'il s'était comme un peu... il est rendu très subtil dans ses apparitions télévisuelles et à la radio. Et puis, ça fait un chaos. On s'entend, là, les policiers qui sont dans la rue et qui doivent appliquer la loi, ce sont des individus qui ont des familles. Il y en a même parfois qui pleurent. Mais il y en a qui agissent de mauvaise façon. Et là, ils sont confrontés à d'autres individus qui, eux aussi, ont des familles, qui, aussi, eux, pleurent, qui ne comprennent pas tout ce qui se passe. Donc là, on fait des camps. On est en train de diviser le Québec avec cette loi-là. Moi, je trouve ça très grave. Ouais. Je souhaite qu'il y ait une paix sociale. Et oui, des excuses de Jean Charest, c'est malheureux, mais je ne crois malheureusement pas que ça va arriver. C'est malheureux parce qu'en arriver à une loi de la sorte, c'est un peu fou. Certains souhaitent vraiment qu'il y ait un déclenchement des élections pour que le gouvernement Charest quitte ses positions parce que il y a trop de dommages là présentement. Alors là, les élections, c'était prévu pour quand les élections? Il y avait eu des échos comme quoi c'était bientôt, mais là, je ne sais pas à ce niveau-là où est-ce que ça en est, mais c'est sûr que le Parti québécois, la CAQ et le Québec solidaire demandent, en tout cas, je crois, là, j'écoute pas les assemblées à tous les jours, mais en tout cas, la population demande à ce qu'il y ait des élections et sur les médias sociaux comme Facebook, il y a même une page, c'est d'émission de Jean Charest. Oui, Jean Charest est devenu vraiment très très impopulaire et on peut comprendre pourquoi il est devenu haï. Mais alors, qui est la personne qui va servir les intérêts du peuple québécois selon vous? Ah, ça c'est ce qui est en train de se débattre à l'Assemblée à mon avis. Là, c'est sûr que c'est très très politique comme question. Qui est le plus apte? Mes avis sont partagés. Moi, c'est vraiment un geste anti-partisanerie. Je suis pas, c'est pas partisan comme geste. Et la présence de M. Kadir vient pas orienter non plus quelles sont mes allégeances politiques. C'est pas ça le but. Moi, c'est vraiment par conscience sociale que je faisais ça. Mais
pour revenir à votre question, c'est certain qu'il y en a qui croient qu'avec cette situation, les autres partis vont se faire du capital politique ou qui sont en train de s'en faire avec leur appui aux étudiantes et aux étudiants. C'est un peu embêtant la situation présentement parce que il y a un nouveau parti qui a fait quelque temps, qui vient d'être fondé, c'est la CAQ. Et puis, certains y adhèrent, d'autres n'y adhèrent pas. Est-ce que c'est eux qui vont être le mieux? Il y a une femme qui est au pouvoir, qui est Pauline Marois, au Parti québécois. Est-ce que c'est Mme Marois qui est la plus apte à reprendre le Québec et essayer de faire quelque chose qui est plus démocratique? Je dirais réparer le bobo. Je suis un peu embêtée. Je vais être honnête avec vous. C'est certain que, écoutez, je me lance là, puis c'est certain que je suis un peu embêtée. Oui, honnêtement, je suis vraiment, vraiment, vraiment embêtée parce que c'est mes avis sont partagés à ce niveau-là. Non, mais je vous comprends parce que en même temps, il faut pas politiser cette lutte non plus ou en faire des enjeux électoraux parce que n'importe quel gouvernement aurait pu réagir contre les étudiants de la sorte. Parce que oui, c'est ça. Donc, ça, on ne sait pas, l'histoire ne le dira jamais. Mais oui, effectivement, on ne sait pas. Est-ce que un autre gouvernement en serait venu à cette loi-là? Je crois pas parce que, écoutez, M. Charest, je dis M. Charest, mais le gouvernement Charest fait beaucoup d'erreurs pour le Québec présentement avec le plan Nord. C'est assez triste. Présentement, il y a une commission d'enquête avec toutes sortes de collusions et de corruption au niveau de la vie municipale. C'est mon petit. Attends un petit peu, maman est occupée, ce sera pas long. Maman est occupée à assurer son avenir, là. Dans combien de temps il va être à l'université, lui? Lui, il a juste 3 ans. C'est pas tout de suite, mais ça va arriver plus vite qu'on pense. Il faut commencer à mettre des sous de côté si on veut. Si c'est son choix d'aller à l'université, bien évidemment, c'est sûr qu'on doit y penser tout de suite, à mon avis. Oui. Alors, vous travaillez dans quel domaine présentement? Avez-vous été à l'université? Oui, moi, je suis allée à l'université en art. Et puis, j'ai fait un cégep comme éducatrice à la petite enfance. J'ai travaillé quelques années, environ 7 ans et demi. Puis, j'ai décidé de céder quand je suis venue demeurer à Montréal, parce que moi, je viens d'une région qui s'appelle la Gaspésie. Oui. Puis, j'ai déménagé à Montréal et puis, je me suis réquestionnée un peu sur ma carrière et j'ai dit, bon, je suis artiste peintre depuis toujours, mais je ne peux en vivre. Il faut toujours que j'ai un autre travail. Et puis, j'ai dit, bon, je vais retourner aux études. Et je suis retournée aux études, mais à temps très, très partiel parce que mes enfants sont assez jeunes. Donc, je priorise d'être auprès de mes enfants au lieu d'aller à temps plein aux études. Éventuellement, donc, ce que je souhaite faire, c'est d'être art thérapeute, donc servir mon art pour aider les gens. Pour aider les gens, comment, par exemple, comment est-ce que votre art... Oui. Il y a plusieurs façons d'utiliser l'art-thérapie, si vous soit dans les écoles pour aider les jeunes enfants à s'exprimer, ceux qui ont peut-être des troubles envahissement du développement, ce qu'on appelle le TED. Je souhaiterais aussi peut-être travailler avec une clientèle qui sont les personnes âgées. Ici, il y a un organisme qui s'appelle les Impatients, qui vient en aide aux gens qui ont un problème de santé mentale, qui se présentent dans cet organisme-là et peuvent extérioriser ce qu'ils vivent par le support de l'art, que ce soit la peinture, la gravure, la sculpture, le dessin, le vitrail. Alors là, il y a une explosion d'expression. Et c'est très bénéfique pour certaines clientèles, si je peux me permettre. Là. Oui. Et puis, ou travailler avec les enfants malades, les enfants en fin de vie, leur permettre donc, c'est un peu ça. C'est vraiment très intéressant. Peut-être que le gouvernement Charest a besoin de prendre rendez-vous avec vous, là. On sait jamais. Ça me ferait plaisir, je vous le dis. Ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, que vous avez toute la thérapie dont ils ont besoin pour bien gérer le Québec. Oh oui. On ferait une grande toile commune
Et puis, ça serait bien. Je pense que ça serait un bon moment qu'on pourrait passer pour extérioriser tout ce qui se passe. Puis oui, c'est ça. En tout cas, nous vous remercions énormément d'avoir accepté de nous parler. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui sont à l'extérieur du Québec, à l'extérieur du Canada par rapport à la situation? Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes? Qu'est-ce que vous pouvez laisser avec ceux qui nous écoutent? Ben, je vais finir par un petit mot, en fait. C'est, en fait, je suis en grève de la faim, mais j'ai faim de démocratie, de paix sociale, d'un conflit qui se règle. J'ai faim d'un conflit qui se règle. Je ne souhaite pas ça à aucune province, d'être confrontée à une gouvernance qui veut emprisonner les consciences. Ce que je souhaite que les étudiantes et les étudiants, les jeunes, ceux qui ont à cœur la jeunesse, se manifestent de façon pacifique et de dire haut et fort que les études, c'est ce qu'il y a de plus important. L'apprentissage, un peuple qui apprend est un peuple nourri. Mm-hmm. Et donc, je pourrais finir je pourrais continuer. Je vous écoute. Donc, c'est ça, moi, je soutiens le mouvement étudiant. De un, parce que la cause me tient à cœur, parce que je me dis que tout le monde a droit d'apprendre, tout le monde a droit à la connaissance. Et puis, ne pas exclure personne, ne pas exclure une classe, ne pas hiérarchiser l'éducation, que toutes et tous puissent se dire je vais à l'école puis j'en bénéficie au même titre que mon voisin qui a plus de sous. Moi, c'est ce que je souhaite profondément. Et puis, on verra ce qui adviendra, mais c'est ça, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une discussion, parce que M. Charest ne s'est pas assis avec les étudiants. Comme premier ministre et représentant à la jeunesse, il n'est pas allé voir ce qu'ils représentent. Il n'a pas été les écouter. Alors, il a joué les dictateurs alors que les étudiants apprennent la démocratie à l'école. Au fait, la grève étudiante prouve que les écoles au Québec sont bonnes alors, hein, que ça marche au moins l'éducation. Vous avez bien dit. C'est sûr qu'ici, puis encore là, ici, il y a des débats en tant que, certains disent que la loi 78, c'est très bien, est applicable, mais beaucoup la trouvent illégitime par sa dureté puis par ses fondements, parce que ça punit l'exercice des droits fondamentaux qui sont inscrits dans nos chartes, autant canadiennes que québécoises. Et puis, c'est répressif. Et de cela découle la répression policière à cause des revendications qui sont inscrites dans la loi, à cause des articles inscrits dans la loi. Donc, c'est un peu... je ne souhaite pas ça à aucune province, à aucun pays, à aucun peuple, parce que c'est... on s'entend ici à Montréal, là, c'est pas l'état de siège, c'est pas l'anarchie tous les soirs, c'est pas rendu là, mais c'est pour ne pas que ça se rende là que je fais le geste de la grève de la faim et que je souhaite que d'autres emboîtent mon pas, qu'il y a des artistes présentement qui font des toiles un peu partout dans Montréal. Il y a toutes sortes de petites choses comme ça qui se mettent en place pour redire au gouvernement leur mécontentement puis leur désarroi face à cette loi 78-là. Donc, c'est un peu ça. Et puis, mais je fais confiance aux Québécoises et aux Québécois de continuer de dire qui sont en désaccord avec la gouvernance actuelle. Puis, je souhaite, peut-être parce que je suis rêveuse, mais je suis une rêveuse avec les deux pieds sur terre, je souhaite que ce conflit se règle dans la paix et le plus rapidement possible, comme beaucoup de gens. Et puis, si mon geste de la grève de la faim fait réfléchir et puis amène le député libéral provincial
M. Slavounos ou amène M. Charest à arrêter tout ce carnage, tant mieux, tant mieux. En tout cas, je vous encourage et je vous remercie d'avoir pris le temps de nous parler. Et puis, j'encourage tous ceux qui travaillent pour la justice dans la société que leur cause soit entendue, quoi. Oui, je le souhaite ardemment aussi. Et puis, souvent les gens me disent c'est pas possible ce que tu dis. Puis, moi je me dis que oui, je fais confiance à ce que me murmure mon cœur parce que j'ai écrit une lettre au Premier ministre et c'était vraiment un cri du cœur que j'avais écrit dans la nuit du 17 au 18. C'est un cri du cœur envoyé au Premier ministre afin qu'il entende sa population, qu'il écoute. Alors là, on aura l'opportunité de découvrir s'il a un cœur, oui ou non. Eh bien, ça en est rendu là, oui. C'est souvent, plusieurs personnes se questionnent, oui, malheureusement. OK, alors la prochaine fois, on va essayer de contacter M. Charest pour lui poser cette question. Avez-vous un cœur, oui ou non? Il y a sur le net, ça circule, hein. Moi, je pense qu'il y a un travail à faire, c'est celui pourquoi il a été élu, c'est son travail de premier ministre, c'est d'écouter la population en entier et non pas seulement une partie de la population. Parce qu'au fait, quand on voit les policiers contre les manifestants et toute la violence, il y a beaucoup de gens qui aiment haïr les policiers. Ils pensent que le problème sont les policiers, mais les policiers ne font que respecter la loi imposée par les politiciens. Donc, au fond, les politiciens sont plus ou moins un peu plus violents que les policiers qui sont dans la rue, là. Parce que les policiers qui sont dans la rue ne font que appliquer la loi, c'est ça. C'est ça. Il y a des choses qui circulent sur le web, en fait, aussi, puis qui ont été... en fait, il y a des policiers qui ont même refusé de se présenter. Puis il y en a d'autres qui ont accepté, c'est sûr. Mais il y en a qui ont refusé. Puis il y en a qui ont même... J'ai vu un courriel d'une personne que son mari a démissionné parce qu'il n'était pas en accord. Certaines personnes qui sont allées manifester m'ont dit que il y avait des policières et des policiers qui avaient les yeux dans l'eau à cause de la situation. Donc, je ferai pas plaisir à tout le monde, mais moi, je suis contre la violence. Que ce soit de la part des policiers, que ce soit de la part des manifestants, toute forme de violence, pour moi, je suis contre. Je n'aime pas ça du tout. Je pense qu'il y a d'autres façons de faire valoir une opinion, il y a d'autres façons de faire comprendre ce qui se passe que d'utiliser le poivre de Cayenne, les matraques, et puis les balles auditives et les balles de plastique. Je pense qu'on n'a pas besoin de se rendre jusqu'à là pour faire comprendre une loi ou de dire que la manifestation est rendue illégale. Ou il y a d'autres façons. Je pense que ça passe par le dialogue. Et malheureusement, la loi 78, c'est pas du dialogue. C'est drastique un peu. Hein. Ça secoue énormément. Alors, c'est alors plutôt au gouvernement maintenant de montrer que le gouvernement est éduqué. Ça n'a pas l'air d'un... J'ai pas compris la question. Il y a un avion qui est passé et ça faisait très de bruit. C'est au tour du gouvernement de démontrer qu'ils sont éduqués et civilisés. Je crois que c'est un mauvais choix que le gouvernement Charest a fait. Qu'est-ce qui l'a amené là? Est-ce que c'est un acte de pouvoir de se dire que, bon, nous sommes majoritaires et c'est sûr que notre loi va passer? Est-ce que c'est une mauvaise compréhension de la situation? Est-ce que c'est parce qu'il est dépassé? Est-ce que ça, j'aimerais bien comprendre. J'aimerais beaucoup être assis devant M. Charest qui m'explique comment il en est venu à cette loi-là. Qu'est-ce que ça prendra pour que cette loi-là soit annulée? C'est une très bonne question. C'est certain que présentement, il y a une pétition qui circule afin de, comme je vous disais, de la rendre institutionnelle. Pas institutionnelle, pas de la rendre institutionnelle, mais la requête en nullité soit entendue. C'est ça. Parce qu'on la considère
voyons, excusez-moi, hein, c'est pas manger rend difficile la concentration. C'est déjà excellent comment vous arrivez à vous exprimer pour aussi longtemps sans avoir mangé. Vous allez m'expliquer après. Mais je vous dis, le corps est... Même en fait aussi, moi, je suis une femme de conviction, je suis une femme passionnée. Et puis, lorsque je prends une décision devant une situation qui, actuellement, celle-ci me fâche au plus haut point, j'ai une force intérieure qui fait que je vais jusqu'au bout, que je ne tombe pas, si vous voulez, que je continue. Oui. Donc, vous êtes nourrie par l'esprit. Oui, exactement. Je suis nourrie par l'esprit et je suis nourrie par la conviction qu'il y a quelque chose qui va se régler. Et si ça commence par mon geste, ou du moins si mon geste fait réfléchir le gouvernement, OK, oui, les gens en font des grèves de la faim. Attendez un peu, bon, on va repenser. Je souhaite que mon action frappe l'imaginaire du gouvernement en place et se dise, OK, on a peut-être été trop loin. Mais bon, certaines personnes croient pas du tout que mon geste va apporter quelque chose. Et d'autres croient que c'est un geste superbe pour le bien commun et me disent de continuer. En tout cas, votre geste est déjà arrivé à Vancouver et il va faire le tour du monde demain matin, donc... Et voilà. Grâce à vous. Je vous remercie énormément, Madame Marique Audet, et je vous souhaite très bonne continuation. S'il vous plaît, tenez-nous au courant de ce qui se passe. Ça va me faire plaisir. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Je salue les gens de Vancouver et puis les Québécois et les Québécoises qui sont là aussi. Oui. Parce qu'ils sont nombreux et nombreuses. Oui, il y en a beaucoup de Québécois à Vancouver. Tous les francophones sont québécois. Alors, c'est ça. Oui. Merci. Passez une belle soirée et bonne continuation. Je vous remercie beaucoup et puis une bonne soirée à vous et au plaisir. Merci. Alors, merci, cher public, de nous avoir suivis. Vous avez entendu pour vous-même ce qui se passe au Québec. Vous êtes libre de juger et d'agir selon votre propre conscience et selon vos valeurs. Nous vous remercions énormément de vous avoir suivis. Louise Ouachou de Vancouver. Passez une bonne soirée.